Ta façon de parler définit ton destin. Ce ne sont pas les autres, ni la chance, ni le passé. C'est la façon dont tu te décris qui construit tes limites. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est comme ça que je suis, ou je ne suis pas doué pour ça, tu donnes un ordre à ton esprit, et l'esprit obéit. Ces phrases semblent innocentes, mais ce sont des chaînes. Elles te rendent petit, te convainquent que tu es moins, et le pire, c'est que tu finis par le croire. C'est ainsi que le langage devient l'arme la plus silencieuse de l'autosabotage. Tu n'as pas besoin de crier pour te saboter. Il suffit de parler mal de toi-même tous les jours. Tu le fais quand tu te justifies, quand tu t'excuses, quand tu dis « je suis perfectionniste » pour ne pas prendre de risques ou « j'ai de la malchance pour ne pas essayer à nouveau ». Tu le fais quand tu utilises la peur comme bouclier et le pessimisme comme identité. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses que tu es honnête, mais ce que tu fais vraiment, c'est nourrir la version la plus faible de toi. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, mais à te réveiller. Parce que si ta vie ne change pas, c'est parce que tu continues à répéter le même scénario interne. Les mots que tu utilises ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la créent. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir comment le langage peut être ta prison ou ta libération. Tu vas apprendre à détecter les phrases qui te limitent, à démonter leur signification et à les remplacer par une façon de parler qui te pousse, pas qui te retient. Parce que quand tu changes ta façon de parler, tu changes ta façon de penser. Et quand tu changes ta pensée, tu changes ta vie. 1. Remets en question tes propres croyances. Imagine que ton esprit soit une maison. Chaque pensée est un meuble. Chaque mot que tu utilises pour parler de toi est un mur que tu renforces ou une fissure que tu élargis. Il y a ceux qui vivent dans des manoirs remplis de lumière parce qu'ils ont été construits avec des mots solides, et d'autres habitent des pièces étroites, sans se rendre compte qu'ils ont eux-mêmes élevé les murs. Le langage ne décrit pas seulement ce que tu penses, il le façonne. Et quand tu répètes un mensonge sur toi assez longtemps, ton esprit le transforme en une vérité immuable. C'est pourquoi la première leçon est simple mais puissante. Remets en question tes propres croyances. Pendant des années, tu t'es raconté des histoires qui te limitent. Je ne suis pas bon pour ça, je ne suis pas né avec du talent, ça m'arrive toujours. Ce sont des phrases qui semblent inoffensives, mais ce sont des ancres déguisées en sincérité. Les croyances ne sont pas toujours le résultat de la logique, mais de l'habitude. Tu les as héritées, tu les as répétées, et sans t'en rendre compte, tu les as défendues comme si elles faisaient partie de ton identité. Le plus dangereux n'est pas d'avoir une fausse croyance, mais de ne jamais t'arrêter pour l'examiner. Te remettre en question n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Cela signifie observer ton esprit avec la même attention qu'un artisan examine son œuvre avant de continuer. Cela signifie avoir le courage de te demander « Est-ce que ce que je pense de moi est vrai ou est-ce une excuse que j'ai apprise pour ne pas sortir de ma zone de confort ?» Quand tu poses cette question avec honnêteté, quelque chose change. Tu arrêtes d'obéir aveuglément à ton ancien scénario et tu commences à en écrire un nouveau. Chaque croyance négative agit comme un filtre. Si tu crois que tu ne mérites pas quelque chose, ton cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Mais si tu changes de perspective et dis « je peux apprendre », ton esprit commencera à voir des chemins là où avant, il ne voyait que des murs. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides d'optimisme, mais de reconnaître que chaque pensée a des conséquences réelles. L'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu expérimentes. Donc quand tu te définis de manière limitée, tu entraînes ton cerveau à agir en petit. Les stoïciens enseignaient que le plus grand pouvoir humain réside dans le jugement. Non pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les interprètes. Marc Aurèle a écrit que tout dépend de la façon dont tu le vois. Et c'est vrai. Les mots que tu utilises pour regarder le monde déterminent également comment tu l'affrontes. Si tu répètes que tu es maladroit, tu éviteras les défis. Si tu crois que tu n'es pas assez bon, tu ne verras jamais d'opportunités, seulement des menaces. Mais si tu oses remettre en question ce que tu crois de toi, tu verras que beaucoup de tes limites ne sont que des perceptions mal entraînées. Questionner ne signifie pas te détruire, cela signifie te comprendre.
C'est te donner l'opportunité de séparer qui tu es de ce que tu as appris à penser de toi. Quand tu changes une seule croyance limitante, toute ta structure mentale se réorganise. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'air entre, la lumière entre, et soudain tu peux voir tout ce qui semblait invisible auparavant. C'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas grandir si tu continues à croire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre l'histoire qui te maintient au même endroit. Remets en question tes pensées, défie tes étiquettes et arrête d'accepter tout ce que ton esprit te dit comme si c'était la vérité. Chaque fois que tu brises une croyance limitante, tu récupères un morceau de ta liberté. 2. Parle avec responsabilité. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles ne reviennent pas. Mais le plus curieux, c'est que la plupart du temps, elles ne visent pas les autres, mais toi. Ce que tu dis de toi-même, ce que tu répètes sans réfléchir, finit par modeler la façon dont tu te vois, agis et décides. Dire « je suis comme ça » n'est pas une description, c'est une sentence. Dire « je ne peux jamais » n'est pas une observation, c'est un ordre. Le langage que tu utilises devient le terrain où tes pensées prennent racine. Et si ce terrain est rempli de négativité ou de résignation, rien de nouveau ne poussera. Parler avec responsabilité signifie assumer le pouvoir de tes mots. Pas seulement envers les autres, mais envers toi. Cela signifie reconnaître que chaque phrase que tu prononces est une affirmation que ton esprit enregistre comme vérité. Quand tu te décris avec des phrases comme « j'ai de la malchance » ou « je suis un désastre », tu n'es pas réaliste. Tu programmes ton esprit pour obéir à cette histoire. Et le pire, c'est que tu cherches ensuite des preuves dans la réalité qui confirment ce que tu as dit. C'est ainsi que naît le cercle de l'autosabotage. Tes mots créent des pensées, tes pensées créent des actions, et tes actions confirment les mots avec lesquels tu t'es défini. Les gens ont tendance à sous-estimer la force de leur langage. Ils parlent sans réfléchir, sans se rendre compte que leur discours interne devient un contrat avec leur destin. Si tu dis tous les jours « je suis fatigué », ton corps l'assume. Si tu répètes « je ne peux plus », ton esprit abandonne avant même d'essayer. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme, mais de parler avec conscience. Dire « j'apprends » au lieu de « je suis mauvais à ça » change complètement la direction de ton énergie. Les mots peuvent être des outils de croissance ou des armes d'autodestruction, selon la façon dont tu les utilises. Parler avec responsabilité implique aussi de réfléchir avant de parler sous l'effet de l'émotion. Les mots lancés dans la colère, la peur ou la frustration construisent presque toujours le regret. Sénèque disait que rien ne ressemble plus à la folie que la colère, et il avait raison. Quand tu parles sans conscience, tu donnes le contrôle de ton esprit à tes impulsions. Mais quand tu choisis tes mots avec intention, tu deviens maître de toi-même. Chaque conversation avec toi-même est une opportunité de construire ou de détruire ton identité. Si tu te parles comme quelqu'un de faible, ton esprit agira comme quelqu'un de faible. Si tu te parles comme quelqu'un de capable, tu commenceras à agir en conséquence. Parler avec responsabilité, c'est comprendre que les mots ne sont pas seulement de la communication, ils sont une direction. La façon dont tu te parles détermine où tu vas. Pense à ceci. Combien de fois as-tu dit quelque chose juste pour justifier l'inaction? Je n'ai pas le temps, je ne suis pas bon à ça, il est trop tard pour commencer. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des échappatoires. Chacune de ces phrases est une façon élégante d'éviter le changement. Parler avec responsabilité, c'est arrêter de te cacher derrière elle. C'est oser utiliser ta voix comme outil de transformation. Le langage est une boussole. Si tu parles toujours à partir de la peur, tu marcheras en cercle. Mais si tu commences à parler avec responsabilité, chaque mot deviendra un pas ferme vers la version de toi que tu veux construire. Parce que quand tu parles avec intention, ton esprit s'aligne, tes actions s'ordonnent et ta vie commence à suivre la direction de tes mots. 3. Accepte la peur et avance. La peur est comme une ombre. Elle est toujours avec toi, même si tu essaies de ne pas la regarder. Tu peux courir autant que tu veux, mais elle ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. Certains la cachent derrière des phrases comme « ce n'est pas le moment ».
« je ne suis pas prêt » ou « je ne sais pas si je suis à la hauteur ». Derrière chacun de ces mots, il y a de la peur déguisée en prudence. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que tu as peur d'échouer, peur de t'exposer, peur de perdre quelque chose qui en réalité ne te fait plus de bien. Mais la peur n'est pas l'ennemi, c'est le signe que tu es face à quelque chose qui peut te faire grandir. Accepter la peur ne signifie pas se rendre à elle, mais arrêter de fuir. C'est reconnaître que ressentir de la peur ne te rend pas faible, ça te rend humain. Tout le monde ressent de la peur, mais tout le monde n'agit pas malgré elle. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, mais ceux qui apprennent à vivre avec sans la laisser diriger leur vie. Si tu attends de ne plus avoir peur pour bouger, tu resteras immobile toute ta vie. La clé est de bouger avec elle à tes côtés, pas derrière toi. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas le faire », ce que tu dis vraiment, c'est « je ne veux pas affronter ce qui me fait peur ». Mais il n'y a pas de croissance sans inconfort. Chaque pas que tu fais hors de ta zone de confort se sent comme un saut dans le vide, mais c'est le seul chemin vers la liberté personnelle. La peur ne disparaît pas avec des pensées positives, elle disparaît avec l'action. Quand tu fais un pas, la peur rétrécit. Quand tu l'affrontes, elle perd de sa puissance. Quand tu la comprends, elle devient un maître silencieux qui t'enseigne jusqu'où tu peux aller. Le langage de la peur est rusé. Il te convainc que tu es réaliste, alors qu'en réalité tu es prisonnier. Je ne suis pas si bon, je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi. Ce sont des phrases confortables, sûres, mais lâches. Elles te font te sentir protégé tout en te volant ton avenir. Parler avec responsabilité implique aussi comment tu te parles quand la peur apparaît. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « j'ai peur mais je vais le faire quand même ». Cette petite différence change toute la direction de ton esprit. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La peur se nourrit des scénarios que tu crées dans ta tête, pas des faits. Pense à combien de fois tu as repoussé quelque chose juste par peur de ce qui pourrait arriver. Et quand tu l'as finalement fait, ce n'était pas aussi grave que tu l'imaginais. L'esprit exagère les risques pour te maintenir dans ce que tu connais. Mais ce que tu connais n'est pas toujours ce qui est juste. Accepter la peur est un acte d'intelligence émotionnelle et de pouvoir intérieur. La prochaine fois que la peur te parle, ne la fais pas taire, écoute-la. Demande-lui ce qu'elle essaie de protéger. Peut-être te rappellera-t-elle une vieille blessure, un rejet, une humiliation. Mais comprendre son origine ne signifie pas se rendre, cela signifie se libérer. La peur cesse de te dominer quand tu la nommes et continue d'avancer. C'est la différence entre celui qui grandit et celui qui stagne. Accepter la peur et avancer est la véritable épreuve du caractère. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, il s'agit de décider qui commande. Et quand tu apprends à marcher avec la peur, chaque pas devient une déclaration de force. Parce que le courage ne se mesure pas par l'absence de peur, mais par la volonté de continuer à marcher, même lorsque le sol tremble sous tes pieds. La peur n'est pas vaincue, elle est transcendée. Et chaque fois que tu le fais, une partie de toi devient invincible. 4. Ose être imparfait. Imagine que ta vie soit une peinture en constante création. Chaque décision, chaque erreur, chaque tentative ratée est un coup de pinceau. Mais beaucoup, par peur de se tromper, n'osent jamais peindre. Ils restent à regarder la toile blanche, attendant le moment parfait, le trait parfait, l'opportunité parfaite. Et pendant qu'ils attendent, le temps s'écoule. La perfection devient une excuse élégante pour ne pas avancer. On confond le désir de bien faire les choses avec l'obsession de ne pas échouer. Et ce qui commence comme une norme de qualité finit par être une cage mentale qui étouffe toute possibilité de croissance. Oser être imparfait ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que le progrès naît toujours de l'erreur. Personne n'apprend sans trébucher, personne n'évolue sans se salir les mains. L'idée que tout doit bien se passer dès le début est une illusion qui tue l'action. Quand tu te permets d'échouer, tu te permets d'avancer. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est la peur déguisée en excellence. Peur du jugement, peur du rejet, peur de ne pas répondre à une image qui n'existe même pas. La perfection n'est pas atteinte. Elle est poursuivie et cette poursuite sans fin te vole la paix. C'est la voix qui te dit « ce n'est pas assez ».
tu n'es pas prêt, tu peux faire mieux même quand tu le fais déjà bien. Cette voix ne veut pas que tu t'améliores, elle veut que tu te paralyses. Parce que plus tu exiges, moins tu agis. L'action imparfaite a toujours plus de valeur que l'intention parfaite. Si tu attends que tout s'emboîte pour bouger, tu resteras coincé dans un cycle de doute et d'autocritique. La véritable maîtrise n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec conscience, apprendre, ajuster et continuer. Les grands artistes, penseurs et leaders ne sont pas allés loin parce qu'ils étaient impeccables, mais parce qu'ils ont osé montrer leurs erreurs et apprendre d'eux. Sénèque disait que l'homme sage ne fuit pas les erreurs, il les affronte. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui progresse et celui qui stagne. Chaque imperfection que tu crains de montrer est une opportunité de grandir. Les gens pensent que la vulnérabilité les rend moins, alors qu'en réalité elle les rend plus humains. Personne ne fait confiance à la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Les connexions réelles se construisent à partir de l'authenticité, pas de l'apparence. Quand tu oses être imparfait, tu inspires les autres à faire de même, parce que tu montres que tu n'as pas besoin d'être intouchable pour être précieux. Le perfectionnisme ne te vole pas seulement du temps, il te vole aussi ton identité. Il te transforme en quelqu'un qui cherche l'approbation avant le but. Tu arrêtes d'agir par conviction et tu commences à agir par peur. Mais l'imperfection et la liberté, c'est le rappel que tu peux te tromper et continuer à avancer, que tu peux tomber et rester digne, que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour continuer ton chemin. Ose être imparfait, car c'est de cette acceptation que naît la véritable amélioration. La perfection est statique, l'imperfection est mouvement. Chaque fois que tu fais quelque chose, même si ce n'est pas parfait, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur le progrès, pas sur la comparaison. Le monde n'a pas besoin de personnes sans défaut. Il a besoin de personnes réelles, avec des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement. Si tu attends le moment parfait, il n'arrivera jamais. Si tu oses commencer même avec peur, tu avances déjà. Parce que l'imperfection n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu es vivant, en processus et en croissance. 5. Transforme la plainte en réflexion. Il y a des gens qui se lèvent chaque jour avec un nuage au-dessus de leur tête. Peu importe le temps, le travail ou la compagnie, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Ils se plaignent du trafic, de la fatigue, du temps, des autres, du passé et même de l'avenir. Et le pire, c'est qu'ils pensent que cela les libère. Mais en réalité, la plainte ne décharge pas, elle enchaîne. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y ajoutant plus de flammes. Plus vous vous plaignez, plus le sentiment d'impuissance qui vous consume se renforce. La plainte ne résout rien. Elle ne fait que réaffirmer l'idée que vous êtes victime de quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Transformer la plainte en réflexion est un acte de maturité. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de transformer le mécontentement en compréhension. Chaque fois que vous vous entendez vous plaindre, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je fais pour améliorer cela ? Quelle partie de cela dépend de moi ?» C'est la différence entre celui qui se noie dans ses frustrations et celui qui les utilise comme élan. La réflexion transforme le bruit en clarté. Quand vous arrêtez de vous plaindre et commencez à observer, votre esprit cesse de chercher des coupables et commence à chercher des solutions. La plainte est addictive parce qu'elle vous donne une fausse sensation de contrôle. Elle vous fait croire que parler du problème est une action, mais en réalité, vous restez immobile. C'est l'excuse élégante de celui qui ne veut pas agir. Celui qui se plaint constamment ne cherche pas à changer. Il cherche à justifier pourquoi il ne change pas. Et c'est l'un des plus grands actes d'auto-sabotage. Les mots chargés de négativité finissent par modeler votre humeur, et votre humeur détermine vos décisions. Sénèque disait que l'homme qui se plaint de la vie n'a pas encore appris à vivre. Et il avait raison. Se plaindre du présent, c'est mépriser l'opportunité que vous avez de le transformer. La réflexion, en revanche, vous redonne le pouvoir. Parce que tandis que la plainte pointe du doigt, la réflexion analyse. La plainte blâme, la réflexion comprend. La plainte stagne, la réflexion bouge. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui se répète la même histoire pendant des années.
Lorsque vous apprenez à transformer vos plaintes en pensées conscientes, vous réalisez que beaucoup d'entre elles n'étaient que des distractions. Vous vous plaignez de votre environnement parce que vous ne vouliez pas regarder à l'intérieur. Mais tout changement réel commence là. Si quelque chose vous dérange constamment, ne l'ignorez pas, analysez-le. Demandez-vous ce qu'il vous montre sur vous-même. Peut-être que ce que vous critiquez à l'extérieur est le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé à l'intérieur. Transformer la plainte en réflexion nécessite aussi de l'humilité. Acceptez que tout ce qui vous arrive n'est pas la faute des autres et que souvent vos décisions ont créé le scénario qui vous dérange aujourd'hui. Cela ne fait pas de vous un coupable, cela fait de vous un responsable. Et la responsabilité vous redonne toujours le contrôle. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de vous plaindre, arrêtez-vous et respirez. Ne parlez pas par impulsion, pensez avec intention. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de ce qui vous dérange. Peut-être que la vie ne vous punit pas, peut-être qu'elle vous entraîne. Lorsque vous arrêtez de nourrir l'habitude de la plainte, votre esprit se renforce. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer et vous l'investissez dans ce que vous pouvez améliorer. La plainte est du bruit, la réflexion est du pouvoir. Celui qui se plaint se retrouve enfermé dans l'impuissance, celui qui réfléchit trouve une direction. C'est pourquoi, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez, changez votre question. Au lieu de « pourquoi moi ?», dites « pourquoi cela ?» Cette subtile différence transforme la douleur en croissance. Et celui qui apprend à penser ainsi cesse d'être une victime de la vie pour devenir son apprenti. 6. Apprends avec humilité. L'orgueil est un bandeau élégant. Il te fait marcher la tête haute, mais les yeux fermés. Beaucoup préfèrent paraître sages plutôt que d'apprendre vraiment. Et ainsi, ils deviennent des experts pour défendre leur point de vue, mais incapables de grandir. L'arrogance n'est pas une force, c'est de la peur déguisée. Peur de reconnaître que tu ne sais pas tout. Peur de paraître faible. Peur de lâcher l'illusion de contrôle. Mais l'ironie est que personne n'évolue en se croyant complet. La croissance n'arrive que lorsque tu admets qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Apprendre avec humilité n'est pas s'agenouiller, c'est ouvrir les yeux. C'est accepter que chaque personne, chaque erreur, chaque situation a quelque chose à t'enseigner, même quand tu n'aimes pas la leçon. La vie essaie toujours de te montrer quelque chose, mais si ton ego crie plus fort que ta curiosité, tu n'entendras rien. L'apprentissage nécessite un silence intérieur, la volonté de dire « je ne sais pas » sans te sentir moins. Celui qui apprend avec humilité ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Il y a ceux qui confondent l'humilité avec la faiblesse, mais ce sont des opposés. Le faible se ferme parce qu'il a peur de se tromper. L'humble s'ouvre parce qu'il veut s'améliorer. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute attentivement devient plus sage. Marc Aurèle disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Et c'est le plus grand obstacle de l'ego, l'arrogance de croire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Chaque fois que tu refuses d'écouter, tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs sous des noms différents. L'humilité se reflète aussi dans ta réaction face à la correction. Celui qui se vexe quand on lui montre une erreur ne défend pas sa valeur, il défend son ignorance. Accepter une critique ne signifie pas accepter l'infériorité, cela signifie accepter l'opportunité de grandir. Personne ne se perfectionne seul. Nous avons tous besoin de miroirs qui nous montrent ce que nous ne voulons pas voir. Mais seul l'humble a la maturité de se regarder avec honnêteté. Apprendre avec humilité implique aussi de désapprendre. Lâcher les vieilles croyances, les vérités absolues, les schémas qui ont fonctionné une fois mais qui te limitent aujourd'hui. Ce qui t'a servi hier peut te gêner demain. L'esprit flexible s'adapte, l'esprit rigide se brise. Celui qui s'accroche à son ancienne version de lui-même stagne. La connaissance n'est pas une collection de réponses, c'est une disposition constante à poser de nouvelles questions. La vraie sagesse ne cherche pas à se montrer, elle cherche à servir. Elle ne se vante pas de ce qu'elle sait, elle applique ce qu'elle apprend. L'humilité n'est pas penser moins de toi, c'est penser moins à toi. C'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de plus à comprendre
et que chaque personne qui croise ton chemin a une leçon à apporter, même celle qui te dérange. Parfois, les enseignants n'arrivent pas sous forme de guide, mais de défis. Si tu penses que tu sais déjà assez, la vie se chargera de te rappeler le contraire. Chaque erreur, chaque chute, chaque déception porte le message que tu as encore quelque chose à apprendre. Mais seul l'humble peut le voir. Les autres restent à se plaindre du coup sans comprendre la leçon. Apprendre avec humilité est un acte d'intelligence. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de les transformer en conscience. Le sage ne se vante pas de ce qu'il sait, il démontre ce qu'il a compris. Et celui qui comprend vraiment laisse la vie lui enseigner sans résistance. Parce que pendant que l'arrogant cherche à avoir raison, l'humble cherche à avoir de la clarté. Et la clarté, pas la raison, est ce qui te libère de l'ignorance. 7. Organise tes priorités. La vie moderne ressemble à une pièce remplie de bruit. Tout semble urgent, tout semble important. Et sans t'en rendre compte, tu passes la journée à éteindre des incendies qui ne s'éteignent jamais. Tu réponds à des messages, tu respectes des engagements, tu rends des services, tu travailles sans relâche, mais à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir avancé. C'est comme courir sur un tapis roulant, beaucoup de mouvements, aucun progrès. C'est ce qui se passe lorsque tu vis sans priorité. Quand tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Et le chaos qui t'entoure ne vient pas toujours du monde, il vient du désordre que tu as en toi. Organiser tes priorités ne consiste pas à organiser une liste de tâches, mais à redéfinir ta vie. C'est décider ce qui mérite ton temps, ton attention et ton énergie, et ce qui ne fait que te drainer petit à petit. Les gens sont épuisés, non pas parce qu'ils font beaucoup, mais parce qu'ils font trop de ce qui n'a pas d'importance. Ils courent après l'approbation, la reconnaissance, le divertissement constant et négligeant ce qui nourrit vraiment leur esprit et leur âme. Il arrive un moment où tu dois t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être ?» Cette simple question a le pouvoir de mettre de l'ordre dans toute ton existence. Le problème n'est pas de manquer de temps, mais de manquer de direction. Lorsque tes journées sont remplies de distractions, ton objectif se dilue. Marc Aurèle a écrit que celui qui poursuit trop de choses n'atteint aucune. Et il avait raison. La dispersion mentale est l'ennemi silencieux de la croissance. Elle te vole ta concentration, te confond, te fait te sentir productif alors que tu es juste occupé. En revanche, celui qui vit avec des priorités claires ne court pas, il avance. Il sait quand dire non, il sait quand s'arrêter, et il comprend que le repos fait aussi partie du progrès. Organiser tes priorités implique aussi de mettre les gens à leur place. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ni ton énergie. Beaucoup te distraient avec des drames, des plaintes ou des demandes sans but. Apprendre à dire non est une des formes d'amour-propre les plus puissantes, non pas envers eux, mais envers toi. Parce que lorsque tu dis non à ce qui ne t'apporte rien, tu dis oui à ce qui compte vraiment. Le désordre n'est pas seulement dans ton agenda, il est aussi dans ton esprit. La plupart des gens sont saturés parce qu'ils ne savent pas distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important murmure. Le bruit des exigences externes te fait oublier les besoins internes. C'est pourquoi il est nécessaire de s'arrêter, respirer, évaluer, te demander honnêtement si ce que tu fais chaque jour reflète ce que tu valorises vraiment, ou si tu te contentes de répondre aux attentes des autres. Organiser tes priorités ne signifie pas devenir froid ou calculateur, mais conscient. C'est vivre avec intention. C'est savoir que chaque minute investie dans quelque chose de sans importance est une minute que tu voles à ton but. La discipline de la concentration ne consiste pas à contrôler le temps, mais à contrôler ton attention. Parce que là où va ton attention, va ta vie. Chaque jour, tu dois choisir, être l'esclave du bruit ou le maître de ta direction. Le monde va te demander tout le temps, mais c'est toi qui décides à quoi tu réponds. Et cette décision définit ton destin. Tout ce qui est urgent ne mérite pas ta réaction. Et tout ce qui est important n'exige pas ton sacrifice. Apprends à distinguer, à prioriser et à protéger ce qui te construit vraiment. Au final, il ne s'agit pas d'avoir du temps pour tout, mais d'avoir de la clarté pour l'essentiel.
Parce que la vie ne se mesure pas parce que tu fais beaucoup, mais parce que tu choisis bien. Et lorsque tu organises tes priorités, ton esprit se calme, ton énergie se concentre et ton but devient visible. Tout commence lorsque tu arrêtes de vivre pour accomplir et que tu commences à vivre pour avancer. 8. Redéfinis-toi chaque jour. Il y a des gens qui s'accrochent tellement à leur passé qu'ils finissent par vivre dans des ruines. Ils continuent à défendre des versions d'eux-mêmes qui n'existent plus, des attitudes qui ne fonctionnent plus et des croyances qui ne leur servent plus. Ils s'identifient à ce qu'ils étaient et oublient que la vie ne demande pas de permanence, mais d'évolution. Se redéfinir n'est pas changer par caprice. C'est avoir le courage de lâcher les anciennes versions de toi qui ne correspondent plus à ce que tu es destiné à être. C'est comme nettoyer un miroir embué. Sous toute cette brume de peur, de culpabilité et d'habitude, ton véritable reflet est toujours là, attendant d'être vu clairement. Se redéfinir chaque jour signifie comprendre que tu n'es pas terminé. Tu es une œuvre en cours, et le changement n'est pas une trahison de qui tu étais, c'est une loyauté envers qui tu peux devenir. Beaucoup confondent la cohérence avec la stagnation. Ils pensent que rester fidèle à soi-même signifie ne jamais changer. Mais la véritable fidélité est envers ta croissance, pas envers tes vieilles habitudes. Ce qui était une vérité hier peut être une limitation aujourd'hui. Ce qui t'a protégé hier peut te freiner aujourd'hui. Si tu n'oses pas te réinventer, la vie le fera pour toi, et elle le fera durement. Se redéfinir implique aussi de cesser de te justifier. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », tu mets un point final à ton développement. C'est une phrase confortable, mais dangereuse. C'est la façon la plus subtile de renoncer au changement. Personne ne naît avec un caractère immuable. Tu le construis avec chaque choix. Si tu répètes que tu es impatient, négatif ou méfiant, tu continueras à agir en conséquence. Mais si tu décides de te voir différemment, ton comportement commence à s'aligner avec cette nouvelle vision. Tu n'es pas une étiquette, tu es une possibilité. Marc Aurèle disait que la vie est ce que tes pensées en font. Se redéfinir commence dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de te réinventer complètement chaque jour, mais tu dois avoir l'humilité de vérifier si ce que tu penses, fais et dis représente toujours ta vérité actuelle. La rigidité mentale est l'ennemi du progrès. Chaque jour est une occasion d'ajuster, de lâcher prise, d'améliorer. Celui qui se redéfinit consciemment ne cherche pas l'approbation externe, il cherche la cohérence interne. La peur du changement provient de l'attachement à l'identité. Il est rassurant de croire que tu sais qui tu es, même si cela te limite. Mais le véritable pouvoir est de te permettre de dire « je ne suis plus cette personne ». Non pas parce que tu renies ton passé, mais parce que tu l'as surmonté. Se redéfinir, c'est apprendre à mourir en petites parties tous les jours pour renaître plus sage, plus serein, plus libre. C'est accepter que grandir fait aussi mal, mais que stagner fait beaucoup plus mal. Tu dois aussi te redéfinir face à l'échec. Ce que tu interprétais auparavant comme une défaite peut maintenant être une leçon. Ce qui te faisait mal avant peut maintenant être une force. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception a un but que tu ne comprends que lorsque tu cesses de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un apprenant. Se redéfinir, c'est changer l'histoire que tu te racontes sur ce que tu as vécu. Et quand tu changes l'histoire, le sens change, et avec lui ton futur. Se redéfinir chaque jour n'est pas une tâche d'un seul moment, c'est une pratique quotidienne. Cela nécessite du courage, de la connaissance de soi et du silence. Du courage pour lâcher le vieux, de la connaissance de soi pour choisir le nouveau et du silence pour t'écouter sans distraction. Parce que le monde voudra te dire qui tu devrais être, mais seul toi peux décider qui tu es vraiment. Ne te définis pas parce que tu as fait, définis-toi parce que tu es prêt à faire. La vie ne s'arrête pour personne. Elle frappe, secoue, met à l'épreuve et elle le fait sans préavis. Mais alors que beaucoup se brisent, en cherchant à tout contrôler, les stoïciens ont appris quelque chose que le reste ne comprend pas encore. Le pouvoir n'est pas dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi. C'est la véritable différence entre celui qui survit et celui qui transcende. Marc Aurèle écrivait ses pensées en pleine guerre.
Sénèque enseignait la sérénité alors que tout autour de lui s'écroulait, et Épictète, un esclave devenu sage, a démontré que la liberté commence dans l'esprit. Leurs leçons n'étaient pas des théories, elles étaient des armes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ces armes pour faire face à un monde qui nous pousse à perdre le contrôle, le calme et le but. Cette vidéo n'est pas un discours doux, ni un message d'optimisme vide. C'est un guide direct pour ceux qui en ont assez de réagir sans réfléchir, de dépendre de ce qu'ils ne peuvent pas changer et de vivre entraînés par l'anxiété de demain. Ici, vous apprendrez 7 mantras stoïciens capables de transformer votre façon de voir la vie. Non pas pour la rendre plus facile, mais pour vous rendre plus fort. Parce que lorsque vous changez votre façon de penser, vous changez votre destin. 1. Avance avec calme et objectif. Marcher sans calme est comme essayer de naviguer dans une mer déchaînée sans gouvernail. L'eau frappe fort, les vagues te secouent, et chaque mouvement désespéré te fait couler un peu plus. C'est ainsi que beaucoup vivent, poussés par la hâte, consumés par l'anxiété d'arriver vite, sans se rendre compte que progresser sans direction ne fait que les éloigner d'eux-mêmes. Le calme n'est pas lenteur, c'est le contrôle. C'est avoir le pouvoir de bouger sans perdre l'équilibre, même quand la tempête fait rage. Les stoïciens ont compris cela mieux que quiconque. Marc Aurèle, au milieu du chaos de l'Empire, écrivait que la véritable force de l'homme est de se gouverner lui-même. Avancer avec calme et objectif signifie précisément cela. Bouger sans laisser le bruit du monde te sortir de ton centre. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Il ne s'agit pas de courir, mais de maintenir le pas avec conscience. Car celui qui avance avec un objectif n'a besoin de prouver rien, seulement de continuer à marcher en silence, avec la certitude que chaque pas a un sens. Le calme n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Celui qui se laisse emporter par la hâte agit par impulsion, et l'impulsion est l'ennemi de la clarté. Combien de fois as-tu pris des décisions hâtives qui t'ont conduit à regretter simplement parce que tu ne t'es pas arrêté pour réfléchir? L'esprit anxieux ne peut pas voir avec précision, il ne fait que réagir. C'est pourquoi le véritable guerrier stoïcien ne court pas. Il observe, comprend et agit au bon moment. Le calme est son bouclier, l'objectif est son épée. Sénèque disait que rien de grand ne se crée soudainement, que tout ce qui vaut la peine nécessite du temps, de la patience et de la constance. Nous vivons à une époque où l'immédiateté règne. Nous voulons des résultats aujourd'hui, des changements instantanés, une reconnaissance immédiate. Mais ce qui est obtenu rapidement est perdu tout aussi rapidement. Le stoïcien sait que la véritable croissance vient de la constance, pas de l'urgence. Avancer avec calme, c'est avancer avec sagesse. C'est comprendre que chaque jour n'a pas besoin d'être parfait, seulement intentionnel. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux décider de ce que tu fais avec. C'est pourquoi ce mantra est une invitation à marcher avec les pieds sur terre et l'esprit en ordre. Tu ne peux pas éviter les obstacles, mais tu peux les affronter sans perdre ton sang-froid. Quand le monde crie « dépêche-toi », tu choisis de respirer. Quand le chaos t'entoure, tu choisis de penser. Parce que le calme n'est pas absence d'action, c'est action avec objectif. Avancer avec calme implique aussi d'accepter que tous les chemins ne sont pas pour toi. Beaucoup s'épuisent à courir après des objectifs imposés, voulant atteindre des standards qui ne sont pas nés de leur cœur. Mais celui qui avance avec un objectif ne se compare pas, ne rivalise pas, ne cherche pas l'approbation. Il marche parce qu'il sait où il va. Son but n'est pas d'impressionner le monde, mais de maîtriser son propre caractère. C'est la victoire silencieuse du stoïcien, continuer à avancer même quand personne ne l'applaudit. La vie mettra des épreuves, des interruptions et des détours, mais le calme te permettra de maintenir le cap. Parce que la sérénité n'élimine pas les difficultés, elle les ordonne. Elle t'apprend à penser avant de réagir, à répondre avant de céder, à avancer sans perdre l'équilibre. Quand tu te précipites, tu t'épuises. Quand tu marches avec un objectif, tu te transformes. Alors ne te laisse pas entraîner par la vitesse du monde. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété à ne pas arriver, rappelle-toi ceci.
Il n'y a pas de destination plus précieuse que la paix intérieure. Avance avec calme, mais sans t'arrêter. Avance avec un objectif, mais sans te perdre. Parce qu'à la fin, ce n'est pas celui qui arrive en premier qui gagne, mais celui qui arrive fermement, entier et conscient de chaque pas qu'il a fait. 2. Renforce le corps et l'esprit. Le corps est le temple où réside l'esprit. Si le temple s'effondre, l'esprit perd sa force. Nous vivons à une époque où l'intellect est glorifié, mais le corps est négligé, et de cette déconnexion naissent la fatigue, l'anxiété et le manque de direction. Les stoïciens s'avèrent que l'esprit ne peut dominer ce que le corps ne supporte pas, et que l'équilibre entre les deux définit la véritable force. Un corps faible affaiblit l'esprit, et un esprit faible détruit le corps. Ils se nourrissent, se reflètent et se soutiennent mutuellement. Marc Aurèle entraînait son corps non par vanité, mais par discipline. Sénèque affirmait qu'un esprit sain a besoin d'un corps fort. Renforcer le corps est plus que d'aller à la salle de sport, c'est cultiver la résistance, l'énergie et la maîtrise. Lorsque tu te pousses physiquement, tu entraînes aussi ton esprit à supporter l'inconfort. Chaque goutte de sueur devient un rappel que la douleur ne te détruit pas, elle te façonne. Le corps est le terrain où tu pratiques la discipline avant de l'appliquer au reste de ta vie. L'esprit est comme un guerrier. Sans entraînement, il se disperse au premier coup. C'est pourquoi renforcer les deux aspects n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu ne peux pas prétendre avoir de la clarté si ton corps est constamment épuisé, ni chercher la paix mentale si tu es pris au piège de mauvaises habitudes. Le stoïcisme enseigne que la force ne s'hérite pas. Elle se construit jour après jour, à travers de petites décisions qui élèvent ton niveau physique et mental. Se réveiller tôt, manger consciemment, s'entraîner, respirer calmement, méditer, ce sont des rituels de maîtrise de soi. Le corps, lorsqu'il est fort, soutient l'esprit dans les moments de chaos. Et l'esprit, lorsqu'il est discipliné, guide le corps au milieu de la fatigue. Cette union crée du pouvoir. Quand l'un tombe, l'autre soutient. C'est pourquoi les anciens sages comprenaient qu'on ne peut atteindre la vertu sans équilibre. Celui qui renforce le corps et néglige l'esprit devient impulsif. Celui qui renforce l'esprit et abandonne le corps devient fragile. Le véritable stoïcien prend soin des deux avec la même dévotion. Épictète, un homme qui a connu la douleur physique, disait que nous ne devons pas craindre la souffrance, mais le manque de préparation. Et il avait raison. La force ne se mesure pas en muscles, mais en capacité de résister sans perdre le contrôle. Chaque entraînement est une bataille contre la faiblesse, et chaque pensée bien dirigée est un bouclier contre la distraction. Renforcer le corps et l'esprit, c'est apprendre à vivre sans excuse. C'est arrêter d'attendre le moment idéal et commencer à créer l'état idéal. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent des solutions rapides à leur malaise, des pilules, des distractions, des échappatoires. Mais le stoïcien ne fuit pas, il s'entraîne. Il ne se plaint pas du poids qu'il porte, il devient plus fort pour le soulever. Parce que celui qui renforce son corps gagne en énergie, et celui qui renforce son esprit gagne en clarté. Ces deux forces se combinent pour créer un être humain inébranlable, serein et concentré. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de prendre soin de ton physique. Chaque pas que tu fais à l'aube, chaque exercice que tu accomplis, chaque respiration consciente que tu pratiques façonne ton caractère. Tu crées un équilibre qui te permettra de résister quand d'autres se briseront. Le corps obéit à l'esprit, mais l'esprit s'inspire du corps. Garde les deux forts, disciplinés et en harmonie. C'est la base de toute véritable transformation. Renforcer le corps et l'esprit, c'est se préparer pour la vie elle-même. C'est se réveiller chaque jour en sachant que la bataille la plus importante n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Lorsque les deux travaillent en harmonie, rien ne peut te déstabiliser. Et alors tu comprends ce que les stoïciens ont toujours su, que la véritable force ne crie pas, elle résiste simplement, avance et conquiert le silence. 3. Transforme la douleur en pouvoir. Le feu qui détruit peut aussi forger. Tout dépend de si tu décides de le fuir ou d'apprendre à supporter sa chaleur.
La douleur est ce feu inévitable que nous affrontons tous, mais seuls quelques-uns l'utilisent comme outil de transformation. Alors que la majorité cherche à s'échapper, les sages apprennent à se modeler au sein des flammes. La douleur n'arrive pas pour te punir, mais pour te montrer de quoi tu es fait. Personne ne grandit dans le confort, personne ne devient fort en évitant ce qui est difficile. La différence entre celui qui se brise et celui qui s'élève réside dans la façon dont il interprète la souffrance. Marc Aurèle, entouré de guerres et de trahisons, comprenait que la douleur ne devait pas être un ennemi, mais un maître. Il disait que ce qui entrave le chemin devient le chemin. Cette phrase renferme une vérité brutale. Chaque coup, chaque perte et chaque déception peut te propulser ou te détruire. La douleur n'a pas de pouvoir en elle-même. Tu lui donnes avec ta réaction. Si tu lui fais face avec résistance, elle devient de l'énergie. Si tu la rejettes, elle devient une blessure qui ne cicatrise pas. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que tu en fais. La douleur peut être le carburant le plus pur de la croissance si tu apprends à la transformer. Sénèque l'expliquait clairement. L'homme sage ne fuit pas la souffrance car il comprend qu'elle fait partie de la nature humaine. La douleur polit le caractère, brise l'ego et révèle la véritable force intérieure. Ce qui te blesse aujourd'hui peut être ce qui te rendra imbattable demain si tu choisis de l'affronter avec un but. Éviter la douleur te rend faible, mais l'affronter te rend sage. Quand tu te lamentes, la douleur te domine. Quand tu l'acceptes, tu la domines. Le corps peut se fatiguer, mais c'est l'esprit qui décide s'il se rend ou s'il continue. À chaque moment difficile, tu as deux options, devenir une victime ou un disciple de la souffrance. Le premier cherche du réconfort, le second cherche à apprendre. Et c'est le début de toute transformation réelle. Épictète connaissait la douleur. Il a vécu l'esclavage, a été battu, humilié, et pourtant il n'a jamais permis que cela le définisse. Il a compris que personne ne peut te prendre ton pouvoir intérieur si tu ne le cèdes pas. Quand tu acceptes la douleur comme partie du processus, tu te libères de la résistance. Tu commences à comprendre que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à l'utiliser comme un marteau qui forge ta volonté. Chaque chute, chaque trahison, chaque perte contient une leçon qui te prépare pour le prochain défi. La douleur physique t'enseigne les limites du corps, mais la douleur émotionnelle te révèle les limites de l'âme. Les deux sont nécessaires. Sans douleur, il n'y a pas d'expansion. Sans inconfort, il n'y a pas de dépassement. Le problème est que beaucoup confondent souffrir avec échouer, alors qu'en réalité souffrir fait partie du progrès. Chaque fois que tu choisis de résister sans te rendre, tu construis un pouvoir silencieux. Tu renforces ton esprit pour les jours où tout semble s'effondrer. Il n'y a pas de croissance sans cicatrices. Le stoïcien ne cherche pas à les éviter, il les honore. Chaque marque raconte une histoire de résistance, une preuve que l'esprit a survécu là où d'autres ont abandonné. La douleur est le rappel que tu es vivant, que tu as encore l'opportunité de te relever et de continuer. Transforme la douleur en discipline, en sagesse, en carburant. Car la souffrance que tu choisis d'affronter avec dignité se transforme en une énergie qu'aucun coup futur ne pourra éteindre. Alors, la prochaine fois que la vie te mettra à genoux, ne demande pas pourquoi, demande pourquoi. Utilise la douleur comme guide, non comme chaîne. Laisse-la te pousser en avant, te débarrasser de l'inutile et te rapprocher de ta meilleure version. Le feu peut brûler ou peut tempérer l'acier. Tu décides ce que tu veux être, cendre ou épée. Et cette décision, comme l'ont enseigné les stoïciens, est le début de toute force intérieure. 4. Aime et accepte ton destin. La vie est comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Tu peux lutter contre son courant, t'épuiser en essayant de changer sa direction, ou tu peux apprendre à te déplacer avec elle, t'adaptant au rythme de ce qui vient. Aimer le destin ne signifie pas se résigner, cela signifie avoir confiance en ce que tout ce qui se passe, même ce qui est douloureux, a un but que tu ne comprends pas encore. Les stoïciens l'appelaient amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale de la vie telle qu'elle est. Pas comme tu voudrais qu'elle soit, mais comme elle se présente réellement. Marc Aurèle disait qu'un homme doit aimer non seulement ce qui lui arrive, mais aussi ce vers quoi la nature le mène.
Il ne parlait pas depuis le confort, mais depuis la bataille, depuis la perte, depuis l'incertitude. Aimer ton destin, c'est embrasser la réalité sans résistance. Comprendre que tout ce qui t'arrive fait partie de ton développement intérieur. Chaque obstacle, chaque détour, chaque personne qui arrive ou qui part joue un rôle dans ton évolution. Quand tu t'opposes à cela, tu souffres. Quand tu l'acceptes, tu coules. La plupart des gens vivent frustrés parce qu'ils veulent que la vie suive leur scénario. Mais la vie ne suit jamais un plan parfait, et c'est bien ainsi. Vouloir contrôler chaque résultat ne génère que de l'anxiété. Le stoïcien comprend que la paix vient quand il lâche l'illusion du contrôle et apprend à coopérer avec l'ordre naturel. Aimer le destin n'est pas se rendre à lui, c'est le transformer en ton allié. C'est-à-dire, cela ne s'est pas produit contre moi, cela s'est produit pour moi. Cette petite différence de perspective change complètement la façon de vivre. Sénèque expliquait que le destin guide celui qui l'accepte et entraîne celui qui le rejette. Et il avait raison. Celui qui s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer devient son propre bourreau. Celui qui accepte, en revanche, trouve la sérénité même au milieu du chaos. Accepter n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est agir dans ce que tu peux contrôler et lâcher ce que tu ne peux pas. C'est comprendre que l'univers ne se trompe pas et que chaque expérience, aussi dure soit-elle, contient une leçon. Épictète disait que quand quelque chose ne se passe pas comme tu le souhaites, tu dois souhaiter que cela se passe comme cela s'est passé. Cette phrase renferme une sagesse brutale. Tu ne peux pas choisir tes circonstances, mais tu peux choisir l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Et là est ton pouvoir. Quand tu pratiques l'amor fati, tu cesses d'être une victime de la vie et tu deviens son apprenti. Chaque chute cesse d'être une tragédie et devient une instruction. Chaque perte cesse d'être un châtiment et devient une direction. Aimer ton destin ne signifie pas que tout te plaît, mais que tout t'enseigne. C'est regarder en arrière et comprendre que même les moments les plus difficiles avaient un sens. C'est trouver de la gratitude dans ce qui faisait auparavant mal, parce que cela t'a formé, t'a rendu plus fort et plus conscient. Le stoïcisme t'enseigne qu'il n'y a pas d'échec, seulement le chemin que tu devais parcourir pour apprendre ce que tu ne savais pas encore. Quand tu aimes ton destin, tu vis avec moins de peur et plus de présence. Tu n'es pas paralysé par l'incertitude ni esclave du passé. Tu t'alignes avec la réalité et tu avances avec confiance. L'acceptation devient liberté et la gratitude devient pouvoir. Tu ne te bats plus contre le courant, tu coules avec lui. Tu ne maudis plus la tempête, tu apprends à la naviguer. Parce que quand tu cesses de résister à la vie commence à coopérer avec toi. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne comprends pas, ni ne hais ce qui te blesse. Tout a un rôle dans ton histoire, même ce qui te fait mal aujourd'hui. Aime ton destin, avec ses tournants, ses pertes et ses victoires. Accepte tout ce qui vient et tout ce qui part. L'amor fati n'est pas une idée romantique, c'est la formule de l'équilibre. Quand tu cesses de te battre avec la vie, tu découvres qu'elle n'a jamais été contre toi. Elle t'enseignait juste à avoir confiance. 5. Anticiper l'inattendu. La vie ne prévient pas avant de frapper. C'est comme une tempête qui arrive sans prévision, qui renverse tes plans et te laisse regarder le ciel en te demandant pourquoi. Mais le sage n'est pas surpris, car il savait déjà que les tempêtes existent. Anticiper l'inattendu n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre préparé. C'est comprendre que l'incertitude n'est pas une menace, mais une constante. Celui qui se prépare mentalement à l'incertain ne se brise jamais, il s'adapte seulement. C'est l'essence du stoïcisme, accepter que le monde est imprévisible et que ta force dépend de la façon dont tu affrontes ce que tu ne peux pas contrôler. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des pestes, savait que le chaos était une partie naturelle de l'existence. Il ne se lamentait pas sur ce qui échappait à son contrôle, mais entraînait son esprit à répondre avec sérénité. Cette préparation mentale était son bouclier. La pratique stoïcienne, connue sous le nom de premeditatio malorum, ou préméditation du mal, consistait à imaginer les obstacles possibles avant qu'ils n'arrivent. Non pas pour les souffrir 2 fois, mais pour éviter d'être pris par surprise.
Quand tu te prépares à l'inattendu, le coup perd de sa force, parce que ton esprit l'avait déjà affronté auparavant. Anticiper ne signifie pas être pessimiste, cela signifie être réaliste. Cela signifie regarder la vie sans naïveté, sachant que le changement, la perte et l'échec font partie inévitable du chemin. Celui qui vit en croyant que tout sera parfait se condamne à la déception constante. Mais celui qui accepte que l'incertain fait partie du jeu trouve la tranquillité même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer la douleur, il cherche à renforcer l'âme pour la résister. Sénèque enseignait que l'homme sage pense à l'adversité pendant qu'il profite de la tranquillité, parce qu'il sait que rien n'est permanent. Cette préparation intérieure lui permet de conserver la paix lorsque la fortune change de cap. Celui qui s'entraîne dans l'esprit ne s'effondre pas avec la perte, parce qu'il l'avait déjà envisagé comme une possibilité. C'est la différence entre la personne ordinaire et le stoïcien. L'un réagit avec surprise, l'autre répond avec équilibre. Épictète le disait aussi clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux te préparer à ne pas être esclave de tes émotions. L'anticipation est une forme de liberté. Quand tu acceptes que l'inattendu est inévitable, tu arrêtes de le craindre. L'esprit entraîné ne se paralyse pas face au malheur, il s'ajuste, agit, se relève. Chaque jour, tu peux le pratiquer en te rappelant que ce que tu apprécies aujourd'hui peut être perdu demain, que les personnes que tu aimes peuvent partir, que la stabilité peut changer. Non pas pour vivre avec tristesse, mais pour apprécier plus intensément chaque instant. Celui qui vit en anticipant ne souffre pas à l'avance, il se renforce. Il apprend à affronter les bons jours avec gratitude et les jours difficiles avec dignité. La vie ne sera pas toujours juste, mais elle sera toujours sincère. Elle te montrera où tu es faible et où tu as besoin de grandir. Si tu t'entraînes mentalement à recevoir aussi bien l'agréable que le douloureux, rien ne pourra briser ton centre. Anticiper l'inattendu signifie aussi accepter que le contrôle total est impossible. Les plans échoueront. Les personnes changeront, les circonstances se tordront. Et ce n'est pas une tragédie, c'est la nature même de la vie. Celui qui ne le comprend pas souffre doublement. D'abord à cause de l'événement, puis à cause de sa résistance à l'accepter. Mais celui qui le comprend va avec ce qui se passe, apprenant de chaque tournant inattendu. Alors n'aie pas peur du changement ni de la perte. Entraîne ton esprit pour que rien ne te surprenne. Sois reconnaissant quand tout va bien, mais ne dépend pas de cela pour maintenir la paix. Souviens-toi de ce mantra stoïcien. La vie ne te doit pas de stabilité, elle t'offre des expériences pour te renforcer. 6. Forge un caractère vertueux. Il y a des métaux qui se plient au feu et d'autres qui se renforcent en lui. Il en va de même pour les personnes. Le caractère se forge dans les épreuves, non dans le confort. Dans les jours difficiles, on révèle de quoi on est fait, car c'est là que le masque de l'ego tombe et il ne reste que la vérité. Forger un caractère vertueux ne signifie pas être parfait, mais être cohérent. C'est agir avec intégrité même lorsque personne ne vous voit, garder son calme lorsque tout le monde crie, et choisir ce qui est juste même si cela vous coûte. Le caractère ne s'hérite pas, il se construit avec discipline, vérité et une volonté inébranlable. Marc Aurèle disait que la vertu est le seul bien véritable, car tout le reste dépend du hasard. Vous pouvez perdre vos richesses, votre réputation ou vos réalisations, mais votre caractère est quelque chose que personne ne peut vous enlever. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Le caractère vertueux est ce qui vous permet de rester ferme lorsque le monde change, lorsque les autres trahissent, lorsque le bruit extérieur tente de vous détourner de votre but. Être vertueux, ce n'est pas bien parler, c'est bien agir, même quand cela fait mal. La vertu pour les stoïciens n'était pas un concept abstrait, c'était une pratique quotidienne. Sénèque enseignait que le sage ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. La différence est dans l'intention. Forger un caractère vertueux, c'est décider chaque jour qui vous voulez être face à l'adversité. C'est agir avec justice quand il est plus facile de regarder ailleurs, avec tempérance quand la colère vous tente, avec courage quand la peur vous paralyse, et avec sagesse quand l'ignorance domine les autres. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle,
façonne le métal de votre caractère. Épictète, qui est né esclave et est mort libre d'esprit, disait qu'aucun homme ne peut être véritablement libre s'il ne se gouverne pas lui-même. Et il avait raison. La vertu ne se mesure pas par les mots ou les apparences, mais par la maîtrise. La maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de vos impulsions. Vous ne pouvez pas vous dire fort si vous perdez le contrôle face à une critique ou une provocation. La véritable force est celle qui agit à partir de la raison, non de la réaction. C'est pourquoi les stoïciens étaient craints et admirés, parce qu'ils ne se laissaient pas manipuler par les circonstances, mais les affrontaient avec équilibre. Un caractère vertueux ne naît pas du confort, mais du conflit interne, de cette lutte silencieuse entre ce que vous savez que vous devriez faire et ce que vos émotions vous poussent à faire. Chaque fois que vous choisissez la raison au-dessus de l'impulsion, votre caractère se durcit, se polit, se renforce. Et même si cela ne se voit pas immédiatement, ce travail intérieur se reflète dans tout ce que vous faites. Dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous répondez au chaos, dans l'énergie que vous transmettez. La vertu est aussi cohérence. Vous ne pouvez pas prêcher la paix si vous vivez dans le conflit, ni parler d'intégrité si vous vous trahissez vous-même. La cohérence est le pont entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Lorsque tout est aligné, votre caractère devient solide, impénétrable. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, car votre seule présence transmet de la fermeté. Les sages savaient que l'exemple vaut plus que 1000 mots. Forger un caractère vertueux est un acte de patience. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se construit avec chaque décision, chaque pensée que vous choisissez de nourrir et chaque mot que vous décidez de dire ou de taire. C'est un processus constant de raffinement. Et même si le monde moderne valorise l'apparence plus que l'essence, le caractère reste la base de toute grandeur. Alors travaillez sur vous-même comme un artisan travaille le fer. Polissage après polissage, coup après coup, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est solide, résistant et noble. Que votre caractère parle plus fort que vos excuses, que vos actions reflètent votre philosophie. 7. Vive conscient de ton temps. La vie est comme un sablier qui ne s'arrête jamais. Chaque grain qui tombe ne revient pas. Chaque instant qui passe devient passé. Cependant, la plupart des gens vivent comme s'ils avaient de l'éternité, gaspillant des heures en soucis vains, en distractions sans but, en batailles sans importance. Vivre conscient de son temps n'est pas être obsédé par la mort, c'est apprendre à valoriser la vie. C'est comprendre que chaque jour est un prêt, pas une garantie. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Le temps est la seule chose qui, une fois perdue, ne peut être récupérée. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que ce pourrait être son dernier, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intention. Sa pratique de la conscience du temps était une façon de se concentrer sur l'essentiel. Lorsque tu comprends que le temps est limité, tu choisis mieux comment le dépenser. Tu arrêtes de procrastiner, de te plaindre, de te perdre dans le trivial. La conscience du temps te rend la clarté. Elle t'oblige à regarder tes priorités et à éliminer tout ce qui n'apporte rien. La plupart des gens ne vivent pas. Ils occupent simplement de l'espace dans le calendrier. Mais celui qui vit en conscience laisse une trace. Sénèque l'a exprimé avec une crudité qui reste vraie aujourd'hui. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cette phrase devrait résonner en chacun de nous. La vie n'est pas courte, elle est gaspillée. Nous nous remplissons de tâches qui n'ont pas d'importance, de soucis qui ne changent rien, de désirs qui ne satisfont jamais. Pendant ce temps, l'horloge continue de tourner. Le stoïcien ne craint pas le passage du temps, il l'honore. Il l'utilise chaque jour comme une opportunité de perfectionner son esprit, de renforcer son caractère et de servir avec un but. Épictète enseignait que le temps ne se mesure pas en années, mais en attention. Il y a des personnes qui vivent 80 ans distraits et d'autres qui, en une seule, s'éveillent à la vérité. Vivre conscient de son temps, c'est vivre éveillé. C'est voir chaque aube comme une nouvelle possibilité de faire mieux, d'agir avec plus de sagesse, de répondre avec plus de calme. C'est ne pas laisser les jours se mélanger comme s'ils étaient tous les mêmes, parce qu'ils ne le sont pas.
Chaque jour a une valeur qui dépend de ce que tu en fais. Le problème n'est pas que la vie passe vite, mais que nous ne prêtons pas attention pendant qu'elle passe. Nous nous perdons dans les pensées du passé ou du futur, oubliant que le seul endroit où nous pouvons agir est le présent. Les stoïciens pratiquaient cette pleine attention, non pas avec des techniques modernes, mais avec une présence réelle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même que le présent est la seule chose qu'il possède, et que se soucier de ce qui n'est pas entre ses mains est un gaspillage de vie. L'esprit dispersé est un voleur silencieux du temps. Vivre conscient de son temps signifie aussi se réconcilier avec la finitude. Se rappeler que la mort n'est pas la fin tragique de l'histoire, mais une partie naturelle de celle-ci. Le memento mori n'est pas une invitation à la peur, mais à la lucidité. Lorsque tu te souviens que tu peux mourir, tu commences à vivre vraiment. Apprécier la fragilité de l'existence ne te déprime pas, elle te réveille. Elle te pousse à arrêter de remettre à plus tard tes rêves, tes paroles sincères, tes décisions nécessaires. Le temps n'attend pas que tu sois prêt, il continue de courir. Le stoïcien moderne doit apprendre à gérer son temps avec la même sérieux qu'un guerrier prend soin de son épée. Il ne s'agit pas de le remplir d'activités, mais de donner un sens à chaque action. Se reposer est aussi précieux si tu le fais en conscience. Parler, travailler, penser, méditer, tout compte quand c'est fait avec présence. Tu ne peux pas multiplier le temps, mais tu peux multiplier sa valeur. Oui, garde ton calme face au chaos. Le monde est une scène en perpétuel mouvement, un lieu où rien ne reste immobile. Tout change, tout tourne, tout se transforme. Et pendant que cela se produit, beaucoup perdent le contrôle, réagissent impulsivement, se noient dans ce qu'ils ne peuvent arrêter. Mais le sage, celui qui pratique le stoïcisme, comprend que la sérénité ne se trouve pas lorsque le chaos disparaît, mais lorsqu'on apprend à rester calme en son sein. On ne peut pas toujours éviter la tempête, mais on peut la maîtriser de l'intérieur. La sérénité est une force silencieuse, qui n'a pas besoin de bruit ni de démonstration. C'est l'art de garder l'âme ferme, alors que tout s'effondre à l'extérieur. Marc Aurèle l'a vécu dans sa propre chair, faisant face à des guerres, des pestes et des trahisons, et pourtant, il a gardé l'esprit clair. Il a écrit que la tranquillité vient de faire ce qui est juste, peu importe les circonstances. Et il avait raison. La sérénité ne s'obtient pas en fuyant le chaos, mais en agissant raisonnablement en son sein. Sénèque enseignait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La sérénité naît de la direction, de savoir ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, le poids du monde s'allège. Le chaos externe ne peut pas nuire à celui qui a un ordre interne. Mais si ton esprit est désordonné, le moindre petit changement devient une catastrophe. C'est pourquoi le travail le plus important n'est pas de calmer le monde, mais de calmer ton esprit. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'homme, mais l'opinion qu'il a d'elle. C'est la clé. Le chaos ne te domine que lorsque tu l'interprètes comme une menace. Mais lorsque tu le vois comme une partie naturelle de l'existence, tu perds la peur. La sérénité naît de la compréhension, pas de l'évasion. Si tu acceptes que la vie est un changement constant, que rien n'est garanti, tu te libères du désespoir. Celui qui comprend la nature du chaos ne lutte plus contre lui, il le traverse. Garder son calme face au chaos n'est pas de l'indifférence, c'est de la force émotionnelle. C'est agir avec tempérance lorsque tout le monde perd la tête. C'est regarder les problèmes sans céder devant eux. La sérénité n'élimine pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te gouverner. C'est cet état d'esprit où tu n'as pas besoin de réagir à chaque provocation, où tu choisis ta réponse en toute conscience. Cela ne se fait pas en un jour, cela se cultive avec la pratique. Chaque fois que tu choisis de respirer avant de parler, d'observer avant de juger, de penser avant d'agir, tu renforces ton calme intérieur. Le monde moderne te pousse au bruit, à l'excès, à la réaction constante. Mais le stoïcien marche différemment. Il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il ne se désespère pas de ce qu'il ne peut contrôler. Il observe, analyse et n'agit que lorsque c'est nécessaire. Ce calme déconcerte les impulsifs car il révèle du pouvoir.
La sérénité est le signe de celui qui n'a pas besoin de s'imposer pour avoir le contrôle. C'est le résultat d'un esprit entraîné à ne pas s'effondrer face à l'inattendu. Je ne peux pas contrôler la marée, mais tu peux apprendre à la naviguer. Tu ne peux pas faire taire le bruit du monde, mais tu peux garder le silence en toi. La sérénité n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'équilibre au milieu du mouvement. Celui qui la maîtrise cesse d'être la victime des circonstances. Peu importe combien le chaos est violent, sa paix intérieure n'en dépend pas. Alors, quand tout se secoue, quand la vie te défie et que l'environnement devient imprévisible, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de contrôler le chaos, tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.